La brume enveloppait encore les arbres de la forêt de Fontainebleau lorsque les premières rumeurs commencèrent à circuler parmi les habitants des petits villages environnants. C'était en septembre 2001 et un groupe de 6 étudiants, fraîchement arrivés de Paris, décida de partir en expédition dans cette forêt réputée pour ses sentiers et ses formations rocheuses. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer que cette excursion se terminerait par une disparition qui résonnerait pendant des années, 12 pour être précis. Le protagoniste, Lucas Moreau-Hill, était le plus âgé du groupe, toujours prudent, avec un instinct de meneur qui le mettait souvent en conflit avec les autres. Son opposé, Maxime Lefebvre, Hill, était impulsif, avide d'adrénaline, ce qui poussait tout le monde à explorer les recoins les plus dangereux de la forêt. Ce contraste devint vite évident lorsqu'ils parcoururent des sentiers sinueux, escaladèrent des falaises et discutèrent de vieilles cartes que Maxime s'obstinait à suivre. La première journée s'est déroulée sans incident. Mais le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lorsque l'un des sacs à dos a mystérieusement disparu. Lucas insista pour qu'il fasse demi-tour, mais Maxime convainquit le groupe de continuer. Tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, d'étranges bruits résonnèrent, des crépitements, des chuchotements qui semblaient venir de toutes parts, et parfois de nulle part. L'antagoniste, sous la forme d'imprésence indéfinie dans la forêt, elle, semblait observer chacun de leurs mouvements. Aucun d'eux ne la voyait clairement, mais d'étranges marques sur les arbres et la sensation d'être suivi accentuaient leur malaise. Lucas, malgré ses efforts pour rester calme, sentait une inquiétude grandissante. Il perçut des schémas dans les murmures, comme si la forêt tentait de communiquer avec eux quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. À la tombée de la nuit, ils décidèrent de camper près d'un vieux abri en pierre. Tout en allumant le feu de camp, chacun raconta des histoires personnelles pour se distraire de sa peur, mais de petites habitudes et des gestes nerveux trahissaient tension et suspicion. Parmi eux, Maxime semblait moins préoccupé par la sécurité, riant des tensions mineures, tandis que Lucas vérifiait constamment ses alentours. Le premier grand mystère est apparu lorsqu'ils ont réalisé que l'un des élèves, Julien, avait disparu sans laisser de traces. Il n'y avait aucune autre empreinte, seulement le sac à dos gisant près du feu de camp. Le groupe se mit aussitôt à le chercher, mais la forêt semblait engloutir toute trace de leur recherche. C'est alors qu'un sentiment de désespoir commença à remplacer l'excitation de l'aventure. Tout au long de la première nuit, de petits phénomènes ont commencé à se produire. Des ombres qui se déplaçaient à contre-courant de la lumière, des murmures insaisissables et un froid intense même sans vent. Lucas commença à enregistrer mentalement chaque détail, essayant de trouver une explication logique, tandis que Maxime insistait sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une peur collective. Le contraste entre eux a non seulement établi la dynamique centrale du récit, mais a aussi semé les graines du suspense qui allait se développer dans les chapitres suivants. Le doute concernant la forêt, la présence invisible et la santé mentale du groupe. Chaque action, chaque décision prise par Lucas et Maxime allait façonner le destin de chacun, même celui du spectateur qui, des années plus tard, découvrirait sur les images des caméras de la forêt quelque chose qui, même la logique ne pouvait l'expliquer. La forêt de Fontainebleau, outre son aspect labyrinthique d'arbres centenaires et de falaises rocheuses, recelait des secrets ancestraux. Dans les petits villages alentours, on murmurait des histoires de disparitions anciennes, dans les cafés et sur les marchés. Lucas comprit vite que le danger ne résidait pas seulement dans la géographie, mais aussi dans l'histoire même du lieu. Au fur et à mesure que le groupe progressait le long de sentiers sinueux, des détails commencèrent à émerger sur chaque personnage. Sophie Seth, chercheuse en biologie, était méthodique et observatrice, prenant toujours note de chaque insecte ou plante rare qu'elle rencontrait. Élodie, l'amie d'enfance de Lucas, restait calme même dans les moments les plus tendus, dissimulant une nervosité qui allait se révéler plus tard. Maxime continuait de provoquer des situations risquées, mais ces provocations cachaient une profonde angoisse, fruit d'un secret que personne ne connaissait. À chaque étape,
L'environnement influençait les décisions et les relations. Une clairière portant les traces d'anciens campements servait de lieu de réflexion. Les restes de feux de camp et les symboles gravés dans les arbres amenaient Lucas à se demander s'ils seraient les premiers à se perdre dans cette forêt ou si quelque chose d'invisible les observait depuis des années. Sophie remarqua des motifs de végétation qui semblaient suivre d'anciens sentiers, comme si la nature elle-même guidait ou trompait quiconque s'y aventurait imprudemment. Dans le village de Barbizon, ils ont trouvé personnage secondaires qui enrichit le récit. Henri, bûcheron à la retraite et connaisseur des légendes locales, les mit en garde contre les ombres qui marchent sans pied. Une mise en garde qui paraissait absurde sur le moment, mais qui prendrait tout son sens par la suite. Madame Clément, propriétaire d'une petite auberge, leur offrit à manger et des renseignements sur d'anciennes disparitions, révélant que la disparition de jeunes gens dans la forêt n'était pas rare, bien que personne ne puisse expliquer pourquoi. Chaque personnage secondaire avait des motivations claires. Henri voulait protéger sa forêt, Maxime cherchait à repousser ses limites, Lucas devait assurer la sécurité du groupe, et Sophie souhaitait documenter des preuves scientifiques, même face à l'inexplicable. Cet équilibre engendrait une tension naturelle, les décisions de chacun affectaient le collectif et les différences de caractère exacerbaient les conflits. Le récit explorait également éléments culturels et historiques français ruines, d'anciennes fortifications, traces des manifestations étudiantes de la décennie précédente, sentiers empruntés par les artistes et les romantiques du XIXe siècle. Ces détails n'étaient pas de simples éléments du décor, mais influençaient la psychologie des personnages, le sentiment d'être observé, l'importance de la mémoire historique de la forêt et le poids des traditions locales. Au fil de leur marche, le groupe commença à remarquer des signes subtils indiquant que quelque chose les suivait, des empreintes de pas qui ont disparu brusquement, des oiseaux qui ont soudainement disparu, et des voix lointaines qui semblaient appeler des noms familiers. Lucas notait chaque détail, s'efforçant de garder une explication logique face au mystère. Maxime s'en moquait, mais il ressentait aussi de la peur. Sophie commença à photographier et à documenter chaque événement, créant ainsi un récit qui, des années plus tard, se révélerait crucial pour la révélation virale. Les relations au sein du groupe se sont approfondies. Sophie et Élodie se sont réconfortées mutuellement, tandis que Lucas et Maxime étaient fréquemment en désaccord sur les stratégies de survie. Ces affrontements ont montré dynamique de pouvoir et de confiance, essentielle pour maintenir l'intérêt du lecteur, sans recourir à de longues explications. En explorant des ruines recouvertes de mousse, ils ont trouvé des signes d'autres disparitions, de vieux sacs à dos, des effets personnels rongés par le temps et des inscriptions énigmatiques sur les pierres. Chaque découverte accentuait la tension et renforçait l'idée que la forêt recelait des secrets qui dépassaient le simple cadre des légendes. Parallèlement, les personnages étaient contraints d'évoluer. Lucas devint plus prudent, Maxime apprit à écouter les autres, et Sophie comprit que tout ne pouvait s'expliquer scientifiquement. Le contraste entre passé et présent, réalité et mystère, créait une atmosphère riche et dense. L'histoire établissait que chaque personnage avait une fonction narrative claire et que le décor français n'était pas qu'un simple arrière-plan, mais un participant actif du drame. La forêt de Fontainebleau, qui semblait auparavant simplement mystérieuse, commença à devenir menaçante de manière concrète. Les petits incidents s'accumulaient, des sacs à dos qui disparaissaient, des sentiers qui devenaient confus, des bruits de pas qui n'appartenaient à personne. Le groupe ne pouvait plus faire entièrement confiance ni à Maxime, ni à sa propre mémoire. Chaque décision avait des conséquences immédiates et potentiellement dangereuses. Le premier obstacle majeur est apparu lorsque, une tempête inattendue, ils furent surpris lors de la traversée d'un ravin. Le vent arrachait des branches, le tonnerre résonnait comme des voix lointaines, et la visibilité tomba à presque zéro. Lucas prit la tête, mais la tension entre lui et Maxime s'intensifia. Chaque ordre contesté ralentissait le groupe et le rendait plus vulnérable. La nature n'était pas qu'un simple décor. Elle était un antagoniste actif qui,
punissait les mauvaises décisions. Pendant la tempête, Sophie a disparu pendant quelques heures et les autres la cherchèrent désespérément. Lorsqu'elle réapparut, ses vêtements et sa peau portaient d'étranges marques, comme si quelque chose l'avait traversée. Cette expérience engendra méfiance et peur. La forêt semblait interagir avec eux de manière imprévisible. L'antagoniste invisible est devenu plus clair, une force qui manipule l'environnement et met à l'épreuve les limites psychologiques et physiques du groupe. Des arbres tombés bloquaient les chemins, les animaux évitaient d'approcher et des voix lointaines imitaient celles d'amis, semant le doute sur la réalité. Chacun réagissait différemment. Lucas cherchait l'explication, Maxime la confrontation, Sophie prenait des notes et Élodie tentait d'apaiser les tensions. Les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler. Maxime cachait un secret sur le passé de la forêt, des légendes qu'il connaissait depuis l'enfance, et Sophie se demandait s'il devait tenter de recueillir des preuves pour étayer scientifiquement leur dire. Lucas, quant à lui, se sentait responsable de la survie de tous et luttait contre la pression de devoir prendre des décisions instantanées au milieu du chaos. Les tensions ont augmenté lorsque l'un des élèves, Thomas, est tombé dans un trou caché sous des feuilles mortes. Le groupe a dû improviser rapidement pour le secourir, faisant preuve à la fois de courage et de vulnérabilité. La situation a révélé les forces et les faiblesses de chaque personnage, approfondissant la complexité du récit sans recourir à de longs dialogues explicatifs. Le développement du conflit ne se limitait pas à la seule menace physique que représentait la forêt. La méfiance entre les personnages, cela devint un obstacle psychologique. Lucas doutait de la loyauté de Maxime. Sophie commençait à douter de ses propres perceptions. Élodie avait peur de tous, y compris d'elle-même. Chaque réaction contribuait à l'avancement de l'intrigue, renforçant le sentiment que la disparition initiale de 2001 était directement liée aux événements actuels. Des scènes d'action et de danger alternaient avec des moments de tension psychologique. Des arbres qui semblaient de bouger, des ombres qui s'allongeaient, des chuchotements qui imitaient les voix de personnes familières. La forêt se transformait en caractère, en soi façonnant ainsi le comportement et les décisions du groupe. Chaque nouveau défi renforçait l'imprévisibilité du récit, maintenant l'attention et l'anxiété du lecteur. À la fin de cette section, le groupe réalise que la survie dépend non seulement de l'habileté et du courage, mais aussi de comprendre la logique de la forêt et de sa propre histoire. Le conflit central s'intensifie, préparant le terrain pour l'introduction d'intrigues secondaires plus complexes qui révéleront secrets cachés et liens avec des disparitions antérieures. Alors que le groupe tentait de se remettre des difficultés précédentes, de nouvelles ont surgi point des intrigues secondaires qui s'entremêlaient avec le conflit central, ce qui a enrichi le récit. Chaque personnage a commencé à révéler des aspects plus profonds de sa personnalité, de ses motivations et de ses peurs, sans que des événements ou des dialogues déjà abordés ne soient répétés. Sophie, toujours très observatrice, remarqua des signes indiquant qu'ils n'étaient pas les premiers à disparaître dans la forêt. Elle découvrit une petite chambre de fortune nichée parmi les arbres, contenant de vieux effets personnels, des carnets, des stylos rouillés et des vêtements tachés de boue qui lui rappelaient ceux qui avaient disparu en 2001. En touchant ces objets, une sensation de froid la parcourut, lui faisant comprendre que la forêt conservait sa propre mémoire, presque consciente. Pendant ce temps, Maxime, qui jusque-là avait recherché l'excitation et le défi, commença à montrer une vulnérabilité inattendue. Il révéla qu'il connaissait de vieilles histoires de disparition et qu'il avait omis d'en parler au groupe par crainte de perdre son autorité. Ce secret provoqua immédiatement des tensions. Lucas se sentit trahi, Sophie fut prise de curiosité scientifique et Élodie comprit que la confiance au sein du groupe était brisée. Pendant ce temps, une intrigue secondaire émotionnelle, un lien s'est tissé entre Lucas et Élodie. Des moments d'attention mutuelle dans des situations périlleuses ont créé une connexion silencieuse, faite de gestes et de regards,
sans qu'il soit nécessaire de longs dialogues. Ces éléments ont humanisé le groupe et renforcé l'urgence de la survie, car désormais chaque décision avait des conséquences émotionnelles, en plus des conséquences physiques. La forêt continuait d'être un antagoniste invisible, mais désormais avec des signes plus subtils, des pierres disposées selon d'étranges motifs, des arbres marqués de marques ressemblant à d'anciens symboles, et des voix imitant des murmures familiers, semant le trouble parmi les personnages, les amenant à confondre réalité et illusion. Chacun réagit différemment. Lucas remarqua les motifs, Sophie les photographia, Maxime s'aventura au contact de la forêt et Élodie tenta d'interpréter les signes intuitivement. Le facteur temps a également accru la tension. Ils se sont rendus compte que le temps jouait contre eux. À chaque heure qui passait, les chances de trouver une issue diminuaient et la forêt semblait redessiner ses sentiers. Ce sentiment d'urgence maintenait le rythme du récit, évitant les longues pauses et les réflexions superflues. Une autre intrigue secondaire est apparue lorsque des symboles étranges découverts dans les arbres-îles commencèrent à répéter des schémas que seul Maxime connaissait. Il les associa à des récits de disparitions anciennes, réalisant que la forêt semblait enregistrer et répéter des événements passés, comme si une mémoire propre avait emprisonné de jeunes aventuriers pendant des décennies. Cette découverte épaississait le mystère et établissait un lien direct avec les disparitions de 2001, reliant passé et présent. Les interactions entre les personnages secondaires prirent également de l'importance. Henri, le bûcheron, fut contacté par téléphone par Maxime, qui lui donna des indices sur des zones dangereuses et évoqua de vieilles histoires de disparitions non élucidées. Madame Clément du village envoya de vieilles cartes indiquant des sentiers oubliés et des points chauds que la nature semblait protéger. Ces informations aidèrent le groupe à prendre des décisions, mais complexifièrent aussi la situation, révélant que tout n'était pas sous contrôle. La tension narrative s'est intensifiée lorsque Thomas, encore traumatisé par sa chute précédente, a commencé à disparaissent dans de brefs moments de perte de conscience, revenant avec des récits confus de paysages inexistants et de sons que personne d'autre n'avait entendus. Cet élément a mis en lumière l'impact psychologique de la forêt, démontrant que l'antagoniste n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique et presque surnaturel. À la fin de cette étape, le lecteur aura déjà compris que chaque intrigue secondaire contribue directement à l'arc narratif principal. Sophie rassemble des éléments de preuve susceptibles d'expliquer des disparitions passées. Maxime affronte ses propres peurs et secrets. Lucas a du mal à maintenir la cohésion du groupe. Élodie développe une intuition cruciale pour interpréter les signes. La forêt, en tant que personnage, continue de manipuler les événements, mais chaque action des protagonistes a une conséquence directe, préparant le terrain pour un tournant décisif qui changera radicalement le cours de l'histoire. La tension accumulée atteignit son paroxysme lorsque le groupe découvrit, dans une clairière enveloppée de brume, une installation ancienne et partiellement enterrée, construite en bois et en pierre, dissimulé parmi des arbres centenaires. Ce n'était pas seulement un abri, mais il en avait l'apparence, point laboratoire improvisé ou point d'observation, avec des vestiges d'anciens équipements, des notes en français effacées par le temps et des marques rituelles indéchiffrables. Cette découverte bouleversa complètement la vision du groupe. La forêt n'était pas qu'un labyrinthe naturel, c'était un lieu préparé par quelqu'un ou quelque chose pour engloutir ceux qui osaient s'y aventurer. C'est à ce moment précis qu'une révélation choquante a atteint Maxime. Certaines des inscriptions et des diagrammes trouvés sur le site correspondaient exactement au rapport de disparition de 2001, y compris des noms qu'il avait reconnus dans de vieux journaux. Plus troublant encore, certaines de ces notes semblaient avoir été rédigées à partir d'observations récentes, comme si quelqu'un surveillait le groupe à cet instant précis. Le mystère prit alors une tournure presque surnaturelle. La forêt semblait non seulement enregistrer, mais aussi réagir aux actions humaines. Au fil de leur exploration des lieux,
La tension psychologique s'intensifiait. Lucas, cherchant à rationaliser la situation, insistait sur le fait qu'il existait une explication logique à tout, peut-être d'anciens chasseurs, peut-être des savants fous. Sophie, quant à elle, commençait à remarquer des schémas qui laissaient penser un souvenir vivant de la forêt, où s'entremêlaient disparitions anciennes et récentes. Élodie ressentait une présence constante, presque comme si les yeux invisibles du lieu observaient chaque mouvement, rendant impossible toute action sans crainte ni hésitation. Le tournant s'est produit lorsque Thomas, qui avait montré des signes de fragilité mentale, a pointé du doigt un vieil enregistrement trouvé dans le laboratoire. Il s'agissait d'une vidéo datant de 2001, montrant les mêmes élèves disparus, et notamment des mouvements rappelant ceux des élèves actuellement portés disparus, comme si les événements se répétaient en cycle. Le groupe réalisa qu'il n'explorait pas seulement la forêt. Il était, d'une certaine manière, agir dans le cadre d'une séquence qui se répétait depuis des années, et la moindre erreur pourrait sceller le destin de tous. Entre-temps, une série d'événements surnaturels a commencé, les ombres se déplaçaient indépendamment, ignorant les obstacles physiques, des chuchotements imitaient les voix des êtres chers. Les arbres semblaient bloquer les sentiers, obligeant le groupe à changer constamment de direction. Chaque réaction fut immédiate. Lucas prit des décisions rapides pour protéger le groupe. Maxime, affrontant enfin ses peurs, tenta de déchiffrer les symboles. Sophie consigna tout. Élodie se fia à un instinct inexplicable. La forêt devint un labyrinthe qui punissait aussi bien l'ignorance que le courage, amplifiant la tension de manière viscérale. La principale révélation de ce tournant fut double. Les disparitions de 2001 étaient d'une manière ou d'une autre liées à l'actualité, ce qui laisse supposer que la forêt a appris des comportements humains. Quelqu'un ou quelque chose observait encore le groupe, peut-être la même force invisible qui a marqué les événements de 2001, mais désormais plus active et intentionnelle. Ce tournant a non seulement modifié le cours de l'histoire, mais a aussi intensifié le suspense et préparé le terrain pour les conséquences dramatiques à venir. Chaque personnage était désormais conscient que leurs actions ne les affectaient pas seulement eux-mêmes, mais pouvaient également avoir des répercussions au-delà de leur propre compréhension, liant inévitablement passé et présent. La forêt était claire. Il n'y aurait pas d'erreur, et le moindre faux pas pourrait déclencher des événements irréversibles. La survie dépend donc de l'intelligence, du courage et d'une capacité d'adaptation rapide. Le groupe a compris que la véritable menace n'était pas seulement physique, mais aussi temporelle et psychologique, remettant en question tout ce qu'ils croyaient savoir du monde naturel et surnaturel. Après la découverte de l'installation et de la vidéo de 2001, le groupe a commencé à ressentir le poids de tournant dans chaque action et chaque décision. La clairière, qui semblait autrefois un havre de paix, était désormais devenue un épicentre de tension, où le passé et le présent se mêlaient de façon imprévisible. Lucas comprit que le moindre faux pas risquait de reproduire les erreurs de 2001. Son esprit s'emballa, évaluant les issues de secours, les pièges potentiels et les comportements habituels dans la forêt. Maxime, confronté à ses propres peurs, commença à agir avec plus de stratégie, abandonnant l'impulsivité qui l'avait caractérisé jusqu'alors. Ce changement engendra une dynamique intéressante. Le chef prudent et le rebelle calculateur collaboraient désormais au lieu de s'opposer. Sophie, quant à elle, éprouvait un mélange d'excitation et de terreur. Chaque photographie et chaque enregistrement qu'elle réalisait servaient de preuve, mais contribuaient également à sensibiliser le groupe à comment la forêt semblait réagir à leur présence. Elle s'est rendue compte que les objets et symboles anciens n'étaient pas de simples reliques, il s'agissait d'indices d'un cycle répétitif qu'il fallait comprendre pour survivre. Élodie, qui jusque-là était restée plutôt observatrice, devint un élément clé dans l'interprétation des signaux subtils de petits détails, comme une ombre qui se déplace à contre-jour, des motifs de feuilles mortes ou des sons lointains, ont commencé à guider les décisions du groupe, démontrant que l'intuition pouvait être aussi puissante que la logique face à des phénomènes inexplicables. Les conséquences de ce point de basculement
se sont également manifestés dans conflits internes. La peur engendra frustration et tension, et le groupe discuta de stratégie, tout en tentant d'assimiler la révélation que les disparitions passées n'étaient pas des incidents isolés. Chaque décision était mûrement réfléchie. Une erreur pourrait répéter le drame de 2001. Les échanges devinrent plus tendus, mais aussi plus francs, révélant des vulnérabilités jusque-là dissimulées. En explorant plus en détail les installations, ils ont découvert nouveaux obstacles physiques, passages obstrués, pièges naturels et terrains instables. Parallèlement, des signes surnaturels persistaient, des voix imitant celles des membres du groupe, des ombres se déplaçant seules et des symboles semblant se réorganiser d'eux-mêmes, comme si la forêt possédait une conscience propre. Chaque obstacle exigeait une réaction immédiate, transformant chaque décision en une épreuve d'intelligence, de courage et de confiance mutuelle. L'effet le plus profond de ces conséquences fut psychologique. Thomas, déjà vulnérable, commença à paniquer en remarquant des schémas qu'il ne pouvait expliquer. Maxime dut intervenir en montrant un aspect protecteur et maturesse qui n'avait jamais été évident auparavant. Lucas et Sophie se demandaient s'ils devaient continuer d'avancer ou reculer, réalisant que la frontière entre courage et témérité devenait de plus en plus floue. La forêt, en antagoniste, exerçait une pression constante, tout en offrant des indices subtils. Chaque arbre abattu, chaque clairière, chaque symbole ancien fonctionnait comme une énigme à déchiffrer, mettant à l'épreuve la capacité du groupe à agir ensemble. Cet équilibre entre menaces et conseils a rendu l'intrigue plus intense, tout en maintenant le suspense et l'imprévisibilité. À la fin de cette étape, il est devenu clair que le passé et le présent étaient intimement liés, et chaque action en cours influencerait le dénouement de l'histoire. Le groupe était en train de changer. Lucas était devenu plus stratégique, Maxime plus conscient de ses limites, Sophie plus observatrice et Élodie plus intuitive. La forêt n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, nécessitant une adaptation et une collaboration constante pour survivre. Le décor était planté pour la prochaine étape de l'histoire. Le dépassement et la croissance des personnages qui devraient évoluer rapidement pour faire face à des défis encore plus grands, tandis que la forêt continuait de manipuler les événements et de révéler des secrets cachés. Le groupe était désormais confronté à des défis qui mettaient à l'épreuve non seulement leur capacité physique, mais aussi leur capacité à se développer émotionnellement et mentalement. L'hostilité croissante de la forêt de Fontainebleau rendait inévitable que chaque personnage doive surmonter ses anciennes limitations et adopter des stratégies inédites. Lucas, qui avait toujours fait confiance à la logique et à la planification, s'est rendu compte que le raisonnement seul ne suffisait pas. Il devait apprendre à interpréter les signes subtils de la nature, comme la disposition des feuilles mortes, le vol des oiseaux et les cris des animaux qui indiquaient des passages sûrs ou dangereux. Cette évolution se manifestait dans ses actions. Des décisions plus rapides, des observations plus précises et une plus grande confiance en Élodie et Sophie. Maxime, auparavant impulsif, a connu une transformation progressive. Il a commencé à écouter les conseils et accepter vos limites, apprenant à trouver le juste équilibre entre courage et prudence. Lors de la traversée d'une falaise instable, c'est sa décision d'utiliser des cordes improvisées et de répartir les tâches qui a permis d'éviter un accident au groupe. Son évolution était perceptible sans explication. Ses actes témoignaient de sa maturité nouvelle. Sophie continua de documenter les événements, mais cette fois-ci de manière stratégique. Au lieu de simplement les enregistrer, elle commença à déchiffrer les modèles anciens et nouveaux, découvrant des liens entre les disparitions et les symboles de la forêt. Cette capacité a non seulement permis au groupe de mieux comprendre la menace, mais aussi, elle, a transformé son rôle d'observatrice passive en celui de leader intellectuel. Élodie, dont l'instinct avait été sous-estimé au début, devint la boussole émotionnelle et intuitive du groupe. Sa sensibilité aux signes de la forêt a guidé des décisions cruciales, comme le choix de sentiers sûrs
ou la détection de pièges invisibles. Elle est devenue essentielle à l'équilibre entre raison et intuition, démontrant que le développement personnel peut se manifester par des capacités apparemment imperceptibles. À mesure que chaque personnage évoluait, la forêt répondait par des défis toujours plus grands. Il fallait escalader des arbres barrant les sentiers, traverser des rivières au courant rapide en improvisant et faire face à des ombres persistantes et à des chuchotements qui mettaient sans cesse à l'épreuve la santé mentale du groupe. Chaque obstacle exigeait collectivité et intelligence émotionnelle, consolidant ainsi l'arc de transformation individuelle et collective. La pression constante a également contraint le groupe à résoudre rapidement les conflits internes. Lucas et Maxime, souvent en désaccord, ont trouvé un terrain d'entente lorsqu'il a fallu sauver Sophie d'un piège naturel. Cette collaboration a renforcé leur confiance mutuelle et a révélé que l'union était essentielle pour affronter l'ennemi invisible de la forêt. De plus, chaque personnage a commencé à faire face à peur personnelle. Lucas a affronté sa peur de perdre le contrôle. Maxime a dû affronter sa peur de l'échec devant le groupe. Sophie était confrontée à la possibilité que la science ne puisse pas tout expliquer. Élodie a affronté sa peur d'agir de manière illogique en se fiant uniquement à son intuition. Ces éléments de dépassement de l'adversité ont renforcé l'idée que l'histoire ne portait pas seulement sur la survie physique, mais à propos de la transformation personnelle face à l'adversité extrême. La forêt, agissant comme un catalyseur, a poussé chaque personnage à découvrir des forces et des capacités cachées, les préparant aux défis qui précéderaient le point culminant. Au fil des investigations du groupe, de nouveaux indices ont émergé, reliant les disparitions de 2001 à des schémas qui se répétaient. Chaque découverte a servi de formation émotionnelle et stratégique, les rapprochant ainsi d'une compréhension finale de ce qui les attendait et de l'inévitable confrontation avec la vérité qui transformerait tout en quelque chose de viral et de surprenant. Le développement des personnages a permis que le point culminant ne soit pas simplement une scène d'action, mais un aboutissement de l'évolution, du courage et de l'intelligence, rendre l'histoire émotionnellement percutante et cohérente avec l'arc narratif de la transformation. Le groupe étant désormais plus conscient de ses limites et de ses capacités, la forêt commença à se dévoiler. Des signes plus clairs annoncèrent l'arrivée de quelque chose de plus important. Chaque pas vers les profondeurs révélait de nouvelles énigmes et de nouveaux obstacles, tandis que passé et présent s'entremêlaient de façon troublante. Le suspense atteignit son paroxysme, préparant le terrain pour l'affrontement final. Le groupe a découvert une suite de symboles gravés dans les arbres qui indiquaient un motif directionnel, comme si la forêt elle-même guidait ceux qui cherchaient des réponses. Sophie, attentive, remarqua que le schéma était lié aux enregistrements de 2001, ce qui laissait supposer que le cycle des disparitions était toujours actif. Lucas prit la tête de l'analyse du parcours et décida de suivre les indices sans s'en écarter, tandis que Maxime proposa d'explorer des pistes plus risquées. Durant cette traversée, les intrigues secondaires ont été résolues progressivement. Thomas a surmonté des moments de panique, apprenant à faire confiance à l'intuition d'Élodie. Maxime a admis ses craintes et a partagé des informations qui avaient été cachées depuis le début. Sophie a organisé tous les documents, reliant chaque détail historique de la forêt aux événements actuels. Ces résolutions ont non seulement renforcé la cohésion du groupe, mais ont également accru la tension narrative, chaque étape étant désormais lourde de sens et de risques. La forêt, presque comme un personnage conscient, intensifiait la pression. Les ombres s'allongèrent, les arbres semblèrent bouger, et les murmures se transformèrent en voix presque incompréhensibles. Chaque action était cruciale. Une seule erreur pouvait signifier la répétition du sort de 2001, et le groupe était désormais conscient que la frontière entre la survie et la disparition était ténue. Les moments de réflexion étaient brefs, axés sur des décisions pratiques. Quel itinéraire emprunter, où installer un abri temporaire et comment interpréter les signes de la nature.
Parallèlement, le passé se mêlait au présent. D'anciens rapports de disparition et des traces physiques dans l'environnement offraient des indices cruciaux. Le suspense s'intensifiait lorsqu'ils comprirent des empreintes récentes qui n'appartenaient à aucun d'eux, qui laissent supposer que la force qui contrôlait la forêt était proche et active. La préparation au point culminant comprenait actions coordonnées et stratégiques. Lucas avait planifié des itinéraires sûrs et des voies d'évacuation possibles. Élodie interprétait les signes subtils, guidant les décisions rapides. Maxime a assuré le soutien physique, affrontant des obstacles périlleux. Sophie a tout documenté afin de préserver les preuves au cas où quelque chose tournerait mal. Chaque étape franchie accentuait le sentiment d'urgence. Le lecteur comprend que le dénouement sera inévitable, mais imprévisible. La forêt est prête à mettre à l'épreuve la capacité d'adaptation et de résilience de chaque personnage. À la fin de cette phase, le groupe comprend l'ampleur de ce à quoi il sera confronté. Il ne s'agit pas seulement d'une menace physique, mais d'un cycle où passé et présent, réalité et mystère se mêlent. Chaque décision, chaque action, chaque compétence acquise lors des étapes précédentes sera cruciale pour affronter le moment décisif. Le point culminant de l'histoire a commencé lorsque le groupe est arrivé à destination, une clairière centrale dans la forêt où des symboles anciens et récents convergeaient dans une configuration qui semblait intentionnelle, presque rituelle. L'attention était à son comble. Les arbres semblaient se pencher pour les observer, des ombres se contorsionnaient indépendamment les unes des autres et des voix déformées résonnaient entre les troncs. C'est à ce moment-là qu'une présence invisible s'est manifestée clairement. Le bruissement des buissons, le clapotis des feuilles mortes et un frisson intense parcoururent l'échine de chacun. Lucas prit les devants, organisant le groupe pour affronter la situation, tandis que Maxime se préparait à agir avec un courage calculé. Sophie documentait tout, et Élodie remarqua des schémas subtils qui indiquaient quel chemin était sûr et quel chemin était un piège. Le choc majeur s'est produit la figure spectrale se matérialisa. Une image presque humaine, mais aux contours déformés et aux yeux qui semblaient de briller d'une lumière propre. Elle imitait les mouvements de ceux qui ont disparu en 2001, comme si elle était reproduire des événements passés pour tester le groupe. Chaque étape franchie par le groupe a été suivie et évaluée. Le point culminant s'est transformé en une séquence d'actions intenses. Lucas a su prendre des décisions rapides, évitant ainsi les pièges naturels et surnaturels. Maxime a dû surmonter des obstacles à la fois physiques et illusoires, sauvant Sophie de chutes et de mouvements dangereux dans la forêt. En documentant le phénomène, Sophie a remarqué des motifs dans la figure spectrale qui indiquaient une logique cachée. Le cycle pourrait être rompu s'il reproduisait certains mouvements et interactions corrects. Élodie a interprété des signaux subtils, guidant le groupe pour synchroniser ses actions avec précision. Faire demi-tour, ce qui a déjoué toutes les attentes, s'est produit lorsque Lucas a compris que la créature n'était pas hostile au sens conventionnel du terme. Elle réagissait à la compréhension et à la collaboration du groupe. En travaillant ensemble, en respectant les schémas et les signes de la forêt, le groupe a réussi à rompre partiellement le cycle, interrompant la répétition des disparitions de 2001. Dans ce processus, chaque caractère a montré transformation visible. Lucas, autrefois rigide et prudent, a fait preuve de courage stratégique. Maxime, auparavant impulsif, a agi avec précision et conscience. Sophie, observatrice scientifique, a déchiffré des schémas essentiels. Élodie, intuitive, a guidé les décisions essentielles avec assurance. Le point culminant mêlait suspense, action intense et résolution partielle du mystère. La forêt restait vivante et imprévisible, mais le groupe découvrit qu'il était possible d'interagir avec elle d'une manière qui respectait ses règles, empêchant ainsi la répétition des tragédies passées. La tension émotionnelle atteignit également son paroxysme. Chaque personnage ressentit simultanément soulagement et peur, sachant que survivre ne signifiait pas comprendre pleinement le mystère.
mais que leur unité et leur développement personnel avaient été essentiels pour modifier le cours des événements. Le groupe parvint enfin à s'éloigner de la clairière centrale, où la silhouette spectrale et les symboles anciens avaient mis à l'épreuve leurs compétences, leurs instincts et leur courage. La forêt de Fontainebleau, toujours nimbée de mystère, semblait désormais moins hostile, comme pour reconnaître la résilience et l'unité des élèves. Chaque pas franchi témoignait de la conscience qu'ils avaient affronté bien plus que de simples obstacles physiques. Ils avaient fait face. Le passé, le mystère et les cycles de disparition qui hantent la région depuis des décennies. Lucas, désormais devenu un chef équilibré, observait chaque détail, veillant à ce que le groupe reste soudé. Son calme stratégique contrastait avec sa peur initiale et ses mouvements assurés témoignaient des progrès accomplis depuis le début de l'expédition. Maxime, quant à lui, faisait preuve d'une maturité qui le surprenait lui-même. Son impulsivité avait laissé place à décisions calculées et collaboratives, témoignant d'un apprentissage profond sur les limites et la responsabilité. Sophie analysa les notes, les photos et les enregistrements qu'elle avait rassemblés et remarqua des liens entre les anciennes disparitions et les événements récents. Les preuves n'étaient plus de simples témoignages ou des théories. C'était un récit tangible qui consigne la mémoire de la forêt. Leur perspective scientifique, combinée à leur expérience vécue, leur a permis de comprendre une partie de l'énigme. La forêt semblait réagir à la présence humaine, mais cette réaction pouvait être interprétée et respectée, brisant ainsi partiellement des cycles tragiques. Élodie, qui avait fait confiance à son intuition dans les moments critiques, ressentit un profond soulagement. Sa capacité à percevoir des schémas subtils avait été cruciale pour la survie du groupe, renforçant le rôle de l'intuition et de la sensibilité face à l'inconnu. Le respect entre les personnages s'est accru, transformant l'expérience traumatique en une leçon sur la coopération, la confiance et la résilience. À l'approche de la lisière de la forêt, ils aperçurent des signes de vie normale venus du monde extérieur. Des villages paisibles, des enfants qui jouaient et le bruit lointain d'une voiture sur la route. Pourtant, chacun d'eux portait en lui le souvenir de la forêt et l'expérience transformatrice qui avait changé leur perception de la réalité. Ils n'étaient plus seulement des étudiants aventureux, ils étaient des survivants conscients de la profondeur du mystère auquel ils avaient été confrontés. La conclusion a également mis en évidence les conséquences directes des actions de chaque personnage. Lucas a su maintenir son leadership sans arrogance, apprenant à trouver l'équilibre entre contrôle et collaboration. Maxime a transformé son impulsivité en action stratégique. Sophie a rassemblé les connaissances et les archives historiques, constituant ainsi des preuves pour l'avenir. Élodie a renforcé son intuition, démontrant ainsi que la sensibilité est aussi essentielle que la raison. L'impact émotionnel fut intense. Bien que la menace immédiate fût contenue, le mystère de la forêt demeurait latent. Il est important de se rappeler que tous les secrets ne peuvent pas être entièrement révélés. Cet équilibre entre résolution et incertitude a permis de parvenir à une conclusion émotionnellement satisfaisante, en accord avec le parcours de croissance des protagonistes, mais en maintenant le suspense qui avait captivé le lecteur dès le début. Finalement, le groupe a compris que la forêt n'était pas seulement un espace physique, mais un catalyseur d'apprentissage, de croissance et de découverte personnelle. Chaque décision, chaque moment de courage et de collaboration avait été essentiel pour modifier le cours des événements, transformant ce qui aurait pu être une tragédie répétée en une victoire partielle sur le cycle mystérieux qui hantait les lieux depuis des années. 12 ans plus tard, les images de caméras forestières installées pour étudier la faune sauvage ont révélé quelque chose d'inexplicable. Des silhouettes indistinctes se déplacent parmi les arbres, répétant des gestes effectués par des étudiants depuis 2001. Lucas, Sophie, Maxime et Élodie regardaient les enregistrements, impressionnés et inquiets. La forêt, bien que silencieuse, conservait sa mémoire. Le cycle avait été interrompu,
mais non effacés. Le mystère continuait de palpiter parmi les ombres et les sentiers ancestraux, leur rappelant que tous les secrets ne peuvent pas être pleinement compris. Le groupe, désormais marqué par l'expérience, savait que l'aventure de 2001 les avait transformés à jamais et que la forêt recèlerait de nouvelles histoires pour les prochaines âmes curieuses qui oseraient s'y aventurer. Si le mystère des étudiants disparus et les secrets de la forêt de Fontainebleau vous ont intrigué, partagez cette histoire et commentez avec vos théories. Découvrez ce qui se passe réellement parmi les arbres millénaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre aventure pleine de suspense, de disparitions inexpliquées et de révélations surprenantes. Chaque vidéo dévoile un nouveau mystère, et votre participation nous aide à percer le mystère d'histoire qui défie toute logique. Qui sait, vous découvrirez peut-être quelque chose d'incroyable lors de votre prochaine expédition. La forêt recèle encore des secrets, et seuls les plus courageux auront la chance de les découvrir.